En moins de 4 heures, un putsch s'effondre brutalement, soudain. Ce qui devait étouffer une voix retourne la peur en cohésion visible, sans renfort ni slogan. Pourquoi la parole d'Ibrahim Traoré a-t-elle déclenché l'inverse pour les citoyens ? Un pays se relève, observé par un continent. Cette histoire ne se limite pas à l'échec rapide d'un putsch ni à la survie politique d'un dirigeant, elle propose une clé de lecture plus large, comprendre comment une société placée sous pression extrême peut transformer une menace immédiate en levier de cohésion durable. L'enjeu pour le lecteur est simple, saisir pourquoi ce qui s'est produit au Burkina Faso éclaire des dynamiques qui dépassent largement ses frontières. Derrière les images de soldats, de civils et de rues silencieuses se joue une question centrale. Qu'est-ce qui fonde réellement l'autorité quand les instruments classiques du pouvoir cessent d'intimider ? Ce récit permet d'observer, étape par étape, comment la peur collective peut se fissurer, comment la parole publique devient un acte politique et comment des gestes ordinaires acquièrent une portée stratégique. Il ne s'agit ni d'un plaidoyer ni d'une condamnation, mais d'une analyse des risques et des bénéfices d'un tel basculement, car ce qui renforce l'unité intérieure peut aussi exposer un pays à l'isolement, aux malentendus diplomatiques et aux tensions prolongées. Comprendre ces enjeux aide à mesurer ce qui est réellement en jeu, la stabilité, la dignité et la capacité d'un peuple à décider sans se taire. En moins de 4 heures, le centre du pouvoir bascule, et près de 78% de la population déclare ensuite faire confiance à l'armée nationale, un niveau jugé inimaginable avant 2022. Ce chiffre, imparfait mais parlant, résume un renversement plus profond. La tentative de putsch n'a pas fragilisé l'État, elle a révélé une dynamique latente que peu d'observateurs avaient anticipée autour d'Ibrahim Traoré. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au contexte immédiat. Le Burkina Faso sort alors d'une période marquée par des attaques multiples, des soupçons de trahison interne et une pression extérieure constante. L'autorité paraît précaire, l'économie sous tension et la population épuisée par des années d'insécurité. Dans ce climat, le scénario d'un renversement rapide semblait plausible, presque attendu, selon les schémas classiques observés ailleurs. Pourtant, la mécanique habituelle échoue. Les assaillants misent sur la vitesse, la confusion et la peur, mais sous-estiment une variable décisive, la réaction sociale. Des civils s'interposent, des soldats refusent d'obéir à des ordres jugés illégitimes et la chaîne de commandement se fragmente. Ce refus collectif, discret mais massif, transforme une opération militaire en impasse politique. La parole publique joue alors un rôle central. Lorsqu'Ibrahim Traoré apparaît, sans mise en scène, il ne promet ni victoire totale, ni sécurité absolue. Il affirme surtout que la peur ne peut plus servir de fondement à l'obéissance. Ce message, relayé par des téléphones et des conversations ordinaires, agit comme un catalyseur. Il ne crée pas la cohésion, il la rend visible. Ce moment s'inscrit dans une histoire plus longue. Depuis des années, de larges segments de la société burkinabé vivent une fatigue morale face à la dépendance, aux injonctions extérieures et aux récits imposés. La tentative de putsch agit comme un révélateur. Elle concentre des frustrations diffuses et les transforme en choix collectifs. Le contexte régional, marqué par des remises en question similaires au Sahel, amplifie cette lecture. Ainsi, le mini-révélateur n'est pas seulement l'échec d'un complot, mais la mise en lumière d'un rapport nouveau entre population, armée et pouvoir politique. C'est sur ce socle fragile mais réel que la suite des événements va se déployer. Parmi les témoins directs de ces heures décisives, ce ne sont pas les figures officielles qui éclairent le mieux la dynamique en cours, mais des acteurs ordinaires. Un jeune sergent resté dans sa caserne, des maires ruraux à l'écoute de la radio, des commerçants observant les rues au petit matin. Leurs récits convergent vers une même idée. La décision de ne pas suivre a compté autant que les ordres donnés. Un cas revient souvent dans les témoignages. Sur une route stratégique menant vers le centre de la capitale, un sous-officier convainc ses camarades de bloquer l'accès plutôt que de rejoindre les insurgés. Le geste paraît mineur, presque invisible, mais il isole rapidement les assaillants. Ce choix individuel, répété ailleurs sous d'autres formes, modifie l'équilibre sans affrontement direct. Les effets se font sentir très tôt. Les marchés rouvrent dès le lendemain, les écoles reprennent, et les interactions entre civils et militaires changent de ton.
Il ne s'agit pas d'un retour immédiat à la normalité, mais d'un signal. La société n'attend plus uniquement des décisions venues d'en haut. Cette implication diffuse crée un climat de responsabilité partagée, inédit dans un contexte aussi tendu. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme un chef imposant que comme un point de convergence. Sa présence publique, sobre et sans triomphalisme, laisse de l'espace à ses initiatives locales. Il ne s'approprie pas les gestes, il les reconnaît. Ce choix contribue à transformer une loyauté personnelle potentielle en adhésion plus large à une idée, la dignité collective comme base de l'ordre. Ses premiers effets restent fragiles. Ils reposent sur des comportements, pas sur des décrets, mais ils montrent déjà pourquoi l'échec du putsch ne se réduit pas à une victoire tactique. Il marque un déplacement du centre de gravité du pouvoir. Tout commence par une phase d'activation discrète, presque banale dans un pays habitué aux alertes. Des rumeurs circulent, des mouvements de troupes sont signalés, des communications deviennent instables. Dans la nuit, des véhicules sans insigne apparaissent autour de points stratégiques. Le scénario semble connu. Frapper vite, créer la confusion, couper les centres de décision, puis annoncer un fait accompli. Pour beaucoup d'observateurs, internes comme externes, cette mécanique a déjà fait ses preuves ailleurs. La montée en tension atteint son apogée à l'aube. Des coups de feu retentissent près du palais présidentiel. Et pendant plusieurs heures, l'incertitude domine. Les assaillants tentent de contrôler l'information et misent sur la peur pour provoquer un effet de sidération. C'est le moment du basculement attendu, celui où l'obéissance automatique doit remplacer le doute. Mais cette fois, la chaîne ne se referme pas comme prévu. Le premier décrochage se produit au sein même des forces armées. Des unités refusent de relayer les ordres, d'autres restent cantonnées, attendant des instructions claires qui ne viennent pas. Cette hésitation n'est pas le fruit d'une stratégie coordonnée, mais d'un choix répété. Ne pas agir sans légitimité perçue. En parallèle, des civils s'interposent physiquement entre les bâtiments officiels et les véhicules armés. Leur présence n'est pas massive, mais elle est symboliquement lourde. Elle rend visible une frontière morale que les putschistes n'avaient pas intégrée dans leurs calculs. Le point culminant arrive lorsque l'opération s'enlise. En moins de 4 heures, le centre nerveux du putsch se retrouve isolé, privé d'élan et de soutien. Les réseaux supposés faciliter la prise de pouvoir ne se matérialisent pas. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré apparaît publiquement, sans uniforme de parade ni mise en scène solennelle. Son intervention est brève, presque calme. Il ne proclame pas une victoire. Il affirme une continuité, celle d'un mouvement que la violence ne peut arrêter. Les répliques immédiates sont révélatrices. Contrairement au lendemain de crise habituelle, aucun couvre-feu généralisé n'est imposé. Et aucune purge spectaculaire n'est annoncée. Les marchés rouvrent, les écoles reprennent progressivement et les soldats s'allument sur les civils dans les rues. Ces gestes, anodins en apparence, signalent que la peur n'est plus l'outil principal de régulation. La normalité revient non pas par décret, mais par consentement tacite. Les heures suivantes confirment ce déplacement. Les vidéos filmées par des téléphones circulent largement, montrant non pas des combats, mais des refus d'obéir et des scènes de solidarité. L'échec du putsch devient un récit collectif, partagé et commenté, où la population se reconnaît actrice plutôt que spectatrice. Ce récit transforme une tentative de renversement en événement fondateur. Ainsi, la séquence activation, apogée, retombée ne produit pas l'effet escompté par ses initiateurs. Elle aboutit à l'inverse, une consolidation inattendue du lien entre société et pouvoir. Ce n'est pas la force brute qui a prévalu, mais l'épuisement d'un modèle fondé sur la peur. Avant la tentative de putsch, la confiance institutionnelle était décrite comme basse et fragmentée. Après l'échec, les estimations locales indiquent un basculement net. D'abord, près de 78% des Burkinabés déclarent désormais faire confiance à leurs forces armées nationales, soit une progression d'environ 30 points en 2 ans. Ce delta ne signifie pas une adhésion idéologique uniforme. Il traduit surtout le passage d'une relation de crainte à une relation de proximité, forgée par la cohabitation dans l'épreuve. Ce premier indicateur gagne en sens lorsqu'on le relie à un second. Depuis le lancement du programme Terre Digne, la surface cultivée par des coopératives locales aurait augmenté d'environ 22%. Pris isolément, ce chiffre pourrait sembler technique. Rapporté au contexte, il signale autre chose.
une reconquête du rapport au sol comme source de sécurité. Là où l'importation compensait l'incertitude, l'activité agricole collective devient un amortisseur social. Chaque hectare supplémentaire ne représente pas seulement une production accrue, mais une réduction de la dépendance perçue. Enfin, un troisième repère complète le tableau, l'indice de participation civique, regroupant volontariat, manifestations locales et projets communautaires, aurait doublé en moins de 18 mois. Là encore, l'évolution importe plus que la valeur absolue. Cette accélération montre que l'engagement ne reste pas cantonné au moment de crise, il s'installe dans la durée. Les sanctions et l'isolement, censés étouffer l'élan, ont contraint les citoyens à inventer des circuits d'entraide, souvent informels, mais persistants. Ces trois mesures forment un ensemble cohérent. La confiance accrue envers l'armée n'est pas dissociée de la reprise agricole ni de l'engagement civique. Elles se renforcent mutuellement. La proximité entre soldats et civils facilite la sécurisation des zones rurales. La stabilité relative permet l'investissement agricole. La réussite de projets locaux nourrit à son tour la participation citoyenne. Le cercle n'est pas vertueux par décret, il l'est par accumulation de pratiques. Ibrahim Traoré n'a pas présenté ces données comme des trophées politiques. Dans ses prises de parole, elles apparaissent plutôt comme des preuves de ce qu'il nomme une dignité mesurable. L'expression peut surprendre, mais elle éclaire la logique suivie, quantifier non pas la peur ou la contrainte, mais la capacité collective à produire de la stabilité sans dépendre d'une intimidation permanente. Les chiffres deviennent un langage de validation, pas de propagande. Il convient toutefois de rester prudent. Ces indicateurs sont imparfaits, parfois issus d'estimations locales, et ne préjugent pas de la soutenabilité à long terme. Une confiance élevée peut s'éroder si les attentes ne sont pas satisfaites. Une expansion agricole peut stagner face à des contraintes climatiques ou logistiques. Une participation civique intense peut se fatiguer sans relais institutionnel clair. Néanmoins, pris ensemble, ces deltas racontent déjà une trajectoire. Ils suggèrent qu'un événement bref a produit des effets mesurables sur des registres différents, institutionnels, économiques et sociaux. La donnée la plus difficile à chiffrer reste peut-être la disparition partielle de la résignation. Mais les pourcentages, les hectares et les délais observés en dessinent les contours. Ils montrent comment une société peut transformer une crise en base statistiquement observable de cohésion. Deux lectures opposées s'affrontent pour interpréter ce qui s'est joué après l'échec du putsch. La première, souvent formulée depuis l'extérieur, soutient que la dynamique observée relève d'un populisme à haut risque. Selon cette position, la cohésion affichée masquerait une fragilité économique persistante et la rhétorique de la dignité servirait de substitut à des réformes structurelles difficiles. L'argument insiste sur l'isolement diplomatique potentiel, la raréfaction des investissements et la dépendance accrue à des circuits informels, perçus comme peu durables. La seconde critique, plus interne, met en garde contre une idéalisation excessive du moment. Elle reconnaît la mobilisation citoyenne, mais souligne le danger d'un glissement vers le mythe du sauveur, même involontaire. Dans cette lecture, l'adhésion émotionnelle pourrait réduire l'espace du débat contradictoire et affaiblir à terme les contre-pouvoirs nécessaires. La cohésion née de la crise serait réelle mais instable, vulnérable aux chocs économiques, sécuritaires ou symboliques. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. L'histoire récente de la région montre que l'enthousiasme initial ne garantit ni la prospérité ni la stabilité. Cependant, les données et les faits observés nuancent ces mises en garde. L'augmentation de la confiance envers l'armée ne s'est pas traduite par une militarisation accrue de la vie civile, mais par une proximité fonctionnelle visible dans la sécurisation des zones rurales. De même, le migrant, la progression des coopératives agricoles ne remplace pas une politique économique globale, mais elle réduit concrètement certaines dépendances immédiates. Quant au risque de personnalisation du pouvoir, il est partiellement contenu par la nature même des comportements observés. Les initiatives décrites ne sont pas descendantes, elles émergent de décisions locales, souvent sans directive centrale. La figure d'Ibrahim Traoré agit davantage comme catalyseur que comme commandant omniprésent. Cette distinction n'annule pas le danger, mais elle le reconfigure. La fragilité réside moins dans l'excès d'autorité
que dans la capacité à institutionnaliser l'élan sans l'étouffer. En définitive, la tension entre ces lectures révèle une zone étroite. D'un côté, l'illusion que la dignité suffit à résoudre les contraintes matérielles. De l'autre, l'oubli que la dépendance a aussi un coût social et moral. La trajectoire en cours se joue dans cet intervalle. Elle ne réfute pas les critiques, mais elle montre pourquoi elles ne suffisent pas, à elles seules, à expliquer ce qui se passe sur le terrain. Ce basculement discret marque un tournant plus profond que l'échec technique d'un putsch. Il indique que le centre de gravité du pouvoir s'est déplacé, passant de la contrainte visible à une adhésion plus diffuse, plus difficile à contrôler. Ce n'est pas une victoire proclamée, mais une transformation silencieuse des réflexes collectifs. Là où l'obéissance était attendue, le discernement s'est imposé comme norme provisoire. Cette révélation modifie la lecture des événements précédents. Les refus d'obéir, les blocages improvisés et la reprise rapide des activités ne sont plus des épisodes isolés, mais les symptômes d'un changement d'arrière-plan. La population n'a pas seulement réagi à une menace immédiate, elle a intégré l'idée que sa propre attitude pouvait infléchir le cours des choses. Cette prise de conscience, une fois installée, devient difficile à inverser. Ibrahim Traoré se retrouve au cœur de ce moment sans en être l'unique moteur. Sa posture publique, mesurée et sans exaltation, évite de figer cette dynamique autour d'un récit héroïque unique. Il accompagne plus qu'il ne dirige, laissant la transformation s'enraciner dans des comportements quotidiens plutôt que dans des déclarations spectaculaires. Ce choix contribue à rendre le basculement moins visible, mais plus robuste. La révélation de mi-parcours tient donc en une idée simple: le pouvoir ne repose plus uniquement sur la capacité d'imposer, mais sur celle de ne plus avoir à le faire en permanence. Cette logique redéfinit les enjeux pour la suite. Elle ouvre des possibilités, mais crée aussi de nouvelles vulnérabilités. Ce déplacement du seuil de la peur prépare directement les effets concrets observables dans la vie quotidienne. Du point de vue de l'État, les effets les plus visibles concernent la légitimité institutionnelle. Après l'échec du putsch, les administrations continuent de fonctionner sans rupture majeure, mais avec une attention accrue de la population. Les décisions publiques sont davantage observées, commentées et discutées. Cette vigilance ne signifie pas une opposition permanente. Elle traduit plutôt une attente nouvelle. L'autorité n'est plus seulement tolérée, elle est conditionnée à l'efficacité et à la cohérence. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme un repère, non parce qu'il concentre le pouvoir, mais parce qu'il incarne cette exigence de responsabilité partagée. Pour le tissu économique, notamment les petites entreprises et les coopératives, le climat évolue de manière plus contrastée. L'incertitude liée aux sanctions et à l'isolement extérieur persiste, mais elle est partiellement compensée par une mobilisation interne accrue. Les initiatives locales bénéficient d'un soutien social inédit, qu'il s'agisse de production agricole, de transformation artisanale ou de commerce de proximité. La confiance collective réduit certains coûts invisibles, comme la peur d'investir ou de coopérer. Sans provoquer un essor spectaculaire, cette dynamique stabilise l'activité et encourage une audace mesurée. Du côté des citoyens, l'impact se manifeste surtout dans l'engagement quotidien. Les associations locales se multiplient, les projets communautaires gagnent en visibilité, et les jeunes investissent des espaces jusque-là délaissés, comme les clubs de débat ou les initiatives éducatives. Cette participation accrue ne se limite pas aux centres urbains. Dans les zones rurales, les pratiques collectives renforcent la solidarité et sécurisent les moyens de subsistance. Le message porté par Ibrahim Traoré résonne ici comme une invitation à agir plutôt qu'à attendre, donnant un sens concret à la notion de dignité. À l'échelle régionale enfin, les répercussions dépassent les frontières nationales. Les pays voisins observent un Burkina Faso capable de résister à une crise sans basculer dans le chaos. Cette image modifie subtilement les rapports au sein du Sahel. Les alliances ne se recomposent pas immédiatement, mais les références changent. L'idée qu'une stabilité relative puisse émerger sans tutelle extérieure gagne du terrain. Ce phénomène, parfois qualifié d'effet Traoré, ne repose pas sur un modèle exportable clé en main, mais sur un exemple observé avec attention. Ses conséquences restent hétérogènes et incomplètes. Elle n'annulent ni les fragilités économiques, ni les menaces sécuritaires.
Toutefois, elle m'apprend au moins comment un événement bref a produit des effets différenciés sur 4 niveaux: institutionnel, économique, social et régional. Ensemble, ces effets dessinent une transformation progressive, faite d'ajustements plutôt que de ruptures spectaculaires. Ils préparent le terrain des choix à venir, ceux qui détermineront si cette dynamique peut se maintenir au-delà de l'élan initial. À moyen terme, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour le Burkina Faso. Le scénario de base repose sur la continuité. La cohésion intérieure se maintient, les institutions fonctionnent malgré les pressions extérieures, et l'engagement citoyen reste actif sans s'emballer. Les coopératives agricoles consolident leurs acquis, les circuits d'entraide persistent, et la confiance envers l'armée demeure stable. Dans cette hypothèse, Ibrahim Traoré agit comme un facilitateur discret, veillant à préserver l'équilibre entre initiatives locales et cadre institutionnel. Le scénario optimiste suppose une amplification maîtrisée. L'unité nationale s'élargit, inspire certains voisins et favorise des ajustements régionaux pragmatiques. Les programmes locaux gagnent en efficacité. La jeunesse devient un moteur d'innovation sociale et des partenariats respectueux de la souveraineté émergent. Cette trajectoire n'efface pas les contraintes économiques, mais elle en amortit les effets par la coordination et la confiance. Le risque principal tient à la gestion des attentes. Une réussite perçue trop rapidement peut créer des déceptions si les résultats tardent. Le scénario pessimiste envisage une fragilisation. Des tensions internes ou des pressions extérieures exploitent des lignes de fracture économique ou identitaire. La peur pourrait réapparaître dans certaines zones, affaiblissant l'élan collectif. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré serait confronté à un dilemme: renforcer l'autorité pour contenir l'instabilité ou préserver l'ouverture au risque de lenteur décisionnelle. Un recentrage excessif du pouvoir compromettrait la dynamique initiale. Quelle que soit l'issue, une recommandation de fond s'impose: privilégier la conscience collective plutôt que l'illusion d'une sécurité imposée. Les choix quotidiens des institutions et des citoyens pèseront davantage que les annonces. Le futur dépendra moins d'un scénario idéal que de la capacité à ajuster sans rompre. À ce stade, la transformation décrite cesse d'être abstraite et devient perceptible à hauteur d'individus. Pour une partie de la jeunesse urbaine, le message central n'est pas idéologique, mais pratique. Il existe désormais un espace pour agir sans attendre une autorisation implicite. Des clubs de débat, des projets éducatifs locaux et des initiatives culturelles émergent, souvent modestes, parfois éphémères, mais révélatrices d'un changement d'attitude. L'engagement n'est plus réservé aux moments de crise, il s'inscrit dans des routines nouvelles. Pour les acteurs économiques de petite échelle, artisans, commerçants et membres de coopératives, l'impact se mesure autrement. La confiance collective réduit certaines barrières invisibles, la peur d'investir, la réticence à coopérer, l'isolement face aux risques. Les marges restent étroites, les contraintes fortes, mais le sentiment d'agir dans un cadre partagé modifie la perception du risque. Cette évolution n'assure pas le succès, elle rend l'échec moins paralysant. Dans les zones rurales, les changements se manifestent par des pratiques collectives renforcées. Le travail agricole, souvent perçu comme une contrainte subie, retrouve une dimension de choix et de responsabilité. La solidarité entre villages, l'échange de savoir-faire et la sécurisation des récoltes deviennent des formes concrètes de participation civique. Là encore, l'effet n'est pas spectaculaire, mais cumulatif. Pour le lecteur extérieur, ces dynamiques posent une question implicite. Que se passe-t-il lorsque la stabilité ne repose plus uniquement sur des mécanismes imposés, mais sur des comportements adoptés volontairement ? L'exemple burkinabé ne fournit pas de modèle universel, mais il invite à repenser le lien entre sécurité, dignité et action individuelle. La figure d'Ibrahim Traoré, souvent citée, agit ici comme un point de référence, non comme une solution en soi. Ce déplacement de regard concerne chacun. Il suggère que la résilience collective se construit moins par des annonces que par des gestes répétés. Comprendre cette logique aide à lire autrement les événements à venir, au-delà des discours et des images immédiates. Pour transformer l'élan observé en progrès durable, une trajectoire claire s'impose, structurée autour de responsabilités partagées.
D'abord, renforcer la participation citoyenne. Les comités de quartier, associations de jeunes et coopératives locales doivent être soutenus sans être instrumentalisés. L'objectif n'est pas de multiplier les structures, mais de consolider celles qui existent déjà. Le succès se mesure simplement nombre de projets menés à terme et capacité à inclure des acteurs jusque-là silencieux. Ibrahim Traoré peut jouer ici un rôle de facilitateur en donnant visibilité et moyens sans centraliser les décisions. Ensuite, consolider l'économie locale. Cela implique de sécuriser les circuits agricoles et artisanaux, d'améliorer l'accès à la formation et à de petits financements adaptés. Les indicateurs restent concrets. Hectares cultivés, coopératives actives, stabilité des revenus des ménages. Chaque action économique devient un levier politique au sens noble, car elle réduit la dépendance et renforce l'autonomie collective. La cohérence entre acteurs publics et initiatives privées est déterminante. Puis investir dans l'éducation civique et la communication. Les écoles, les médias locaux et les programmes de formation doivent diffuser des pratiques de responsabilité et de dialogue. L'efficacité se mesure par la participation au programme et la circulation des bonnes pratiques entre communautés. Cette dimension est essentielle pour éviter l'essoufflement ou la récupération symbolique. Enfin, la feuille de route repose sur une logique transversale. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Les avancées doivent être évaluées régulièrement, ajustées sans rupture et expliquées sans emphase. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est pas le garant unique du processus, mais l'un de ses points d'appui. La durabilité dépendra de la capacité collective à transformer une prise de conscience en institution vivante. Le souvenir qui revient le plus souvent n'est ni une déclaration officielle, ni une image de force, mais une scène presque banale. Un sergent immobile sur une route vide, des civils attendant sans crier, des téléphones levés non pour provoquer, mais pour se souvenir. Ce sont ces instants discrets qui ont de donner une épaisseur humaine à ce qui aurait pu rester un simple épisode politique. Il rappelle que la cohésion observée ne s'est pas imposée d'en haut, elle s'est construite au ras du sol par addition de choix individuels. Dans ce récit, Ibrahim Traoré occupe une place singulière. Il est présent, souvent cité, mais rarement isolé. Sa figure fonctionne comme un miroir plutôt que comme un centre absolu. Elle renvoie à une société qui a décidé, au moins provisoirement, de ne plus déléguer entièrement sa dignité. Ce renversement symbolique explique pourquoi l'élan ne se réduit pas à une adhésion personnelle, mais s'inscrit dans des pratiques quotidiennes. Le rappel du sergent sur la route principale agit comme un motif de retour. Il incarne cette idée simple. Un geste apparemment mineur peut infléchir une trajectoire collective. La force du moment tient à cette fragilité assumée. Rien n'est garanti, tout peut se défaire, mais quelque chose a été appris. Une phrase résume ce basculement. La peur ne commande plus seule. Ce parcours n'invite ni à l'adhésion automatique ni au rejet réflexe. Il propose plutôt un espace de discussion à la hauteur de ce que révèle l'expérience burkinabé. La stabilité ne se décrète pas, elle se pratique. Les scènes décrites, les chiffres imparfaits et les trajectoires esquissées composent un matériau pour penser, pas pour conclure définitivement. Chacun peut y lire des signaux différents selon son angle, ses attentes et ses inquiétudes. Observer cette dynamique, c'est aussi accepter ces zones d'ombre. Les avancées restent réversibles, les contraintes demeurent beaucoup fortes, et les tensions régionales ne disparaissent pas par la seule force de la cohésion intérieure. Mais l'épisode rappelle qu'un collectif peut infléchir le cours des choses sans recourir à une violence accrue. Cette leçon dépasse les frontières et les contextes. La figure d'Ibrahim Traoré, souvent au centre des débats, gagne à être replacée dans ce cadre plus large. Elle n'épuise pas le sens de ce qui se joue. L'essentiel réside peut-être ailleurs, dans la capacité d'une société à transformer une crise en apprentissage partagé. À partir de là, la question reste ouverte. Comment, selon vous, une telle dynamique peut-elle se consolider sans se figer, et quel garde-fou serait nécessaire pour qu'elle ne se retourne pas contre ceux qui l'ont portée ?